monsieur le député, je dois faire mon service militaire, et je compte sur vous, c'était en octobre 77. Mais vous avez été incorporé en février 78. 18. Il y avait des élections législatives en mars 78. Eh oui, ça pouvait être une Donc fois. je lui dis au député, il y a des élections législatives bientôt, si vous voulez que je vote pour vous, expédiez-moi à Tahiti. Enfin, un truc un peu grossier. Oui, ça. oui. Le député me répond, ça je n'ai parlé à personne, même à ma mère. Ma mère, elle m'a demandé un jour, tu as écrit au député? Oui, je lui ai écrit, mais je n'ai pas dit ce que j'avais écrit. Et alors le député me répond, me disant, mais très bonne idée d'aller à Tahiti, je vous aide, mais pour ça, il faut que vous fassiez incorporer dans la marine nationale, qui fait faire les classes aux appelés à Ourtin, 5 semaines de classe à côté de Bordeaux. Les temps de teint. Et après, c'est ça, et après, la marine nationale disperse les appelés ici et là, et moi je vous appuierai une fois que je vous ai fait entrer dans la marine nationale pour aller à Tahiti. Donc je réponds banco, et ça roule comme ça. J'en parle à personne, et mi-janvier je reçois un courrier, vous êtes incorporé dans la marine nationale à Ourtin. Et quand j'ai dit à ma mère ce que j'allais faire, elle m'a dit, bref. Je me retrouve à Ourtin et le dernier jour de 5 semaines de classe, 3 vœux. J'avais droit à 3 vœux, donc j'avais mis vœu 1 Tahiti, vœu 2 Tahiti, vœu 3 Toulon. Ah, vous voyez, mesdames, messieurs, quand même, Parce que je Toulon m'étais est bien noté. Hein. je m'étais dit quand même, je vais leur montrer que je ne suis pas borné, Toulon c'est acceptable. Bon. Non mais Jean-Michel, je vous coupe la parole, mais ce qui vous est arrivé là, c'est arrivé à des milliers de Français. Bon, je ne vais pas parler de mon expérience personnelle, mais moi j'ai fait comme vous, j'étais dans le député. Je voulais poursuivre mes études d'histoire. Et il me dit, oui, je vais vous faire pistonner, c'est pas grave, et tout formidable. Je reçois une lettre, dans le train. Vous êtes muté dans le train. Moi, je dis, génial, j'adore les locomotives, j'adore les voyages en train. Ah non, c'était les camions. Et vous, c'est pareil. Premier vœu, Tahiti. Deuxième, Tahiti. Troisième, Toulon. Réponse, très bien, Cherbourg. Dernier jour de classe, un officier lit l'endroit où la marine a décidé d'affecter les appelés, et quand mon nom arrive, on me dit effectivement Cherbourg. Et donc, je vais le voir, je dis, mais c'est pas possible Cherbourg. Jamais je vais aller à Cherbourg, je vais aller à Tahiti. Ah, tu penses qu'ils s'en foutaient? Et donc, je suis arrivé à Cherbourg début mars, un lundi, la grisaille et tout ça. Affecté au centre automobile principal, dans l'arsenal de Cherbourg, c'était des véhicules pour ramener les officiels ici et là, bon bref. Et j'ai été voir le patron du centre automobile principal, et la première chose que je lui ai dit, avec mon accent, Cherbourg, je lui ai dit, monsieur, si je reste ici, je me suicide. Putain, alors là, c'est suicide. Ah, du coup, il a été gentil avec moi, ils ont fait gaffe, ils m'ont fait faire des trucs un peu moins cons qu'aux autres, et dès qu'ils ont pu, hop, ils ont permuté avec notre marraine et ils m'ont envoyé ici à Toulon, sur le quai Prat, où j'ai voyagé. Du coup, j'étais en Tunisie, j'étais en Espagne, j'étais en Turquie. Non, mais là vous allez trop vite, Jean-Michel. Non. Racontez quand même. Moi, ce que j'aime, c'est la surprise. Le garçon de province qui prend un train alors qu'il n'en avait jamais pris, Oui, qui arrive à la gare d'Austerlitz, je suppose, à l'époque, en mettant presque une journée pour en rejoindre Paris, la nuit. qui arrive à Paris. Et là, vous êtes ébahi, surpris. Vous n'imaginiez pas, évidemment, la grande ville à côté de chez lui, c'était Moléon, qui devait faire quoi, 1500 habitants? 5000. Ah oui, quand même, excusez-moi. Oui, 5000 habitants. Enfin, quand vous arrivez, vous voyez la Tour Eiffel. Mais en fait, la première fois que j'allais à Paris, gare d'Austerlitz, gare Saint-Lazare, j'ai pris le métro. Hein. J'ai rien vu de Paris. Hein. Mais rien que prendre le métro, c'est un truc. Quoi. Faut pas se tromper. Alors mon frère, qui était déjà venu voir des matchs de 5 nations, quand on avait rugby, mais c'est ça, bien sûr. Il m'avait fait l'itinéraire en métro, il avait gardé une carte de métro quand il était venu à Paris. Mais voilà, donc de Paris, je n'ai vu que les sous-sols. Et après, gare Saint-Lazare, hop, la Normandie. Mais je n'étais jamais sorti du Pays Basque. Et donc, évidemment, tout ça, c'est une accumulation d'émotions très fortes et qui me font comprendre assez vite, en fait, que le service est une chance pour moi. C'est comme si l'armée avait été une agence de voyage. Alors, l'armée, c'est pas fait pour ça. C'est pour ça que le service militaire, je pense que c'est inutile. Parce que l'armée, ça ne peut pas être pensé comme une agence de voyage pour les ploucs. Ça ne peut pas être pensé comme ça. Jean-Michel c'est bien ça que ça a été. Jean-Michel Apparti, vous allez trop vite.
Cherbourg, vous arrivez 6 km à courir sur le sable. Vous qui n'aviez jamais vu la mer, Ça c'est Ourtin, ça c'est hein? à Ourtin. Ça. Oui, à Ourtin. Bon, mais quand vous arrivez à Cherbourg, vous découvrez aussi la vie des marins, donc dans la caserne, Oui, bien sûr. et vous découvrez la ville, les bars, les filles, la séduction. Ouais, ouais. C'est un apprentissage. Oui, c'est tout cet apprentissage. C'est une vie c'est une vie différente qui commence, quoi. Et donc c'est important. Et c'est une vie qui me détache d'un lieu que je ne voulais pas quitter, parce que je n'avais pas le courage de le quitter, et d'un lieu que je n'imaginais pas. Enfin, je n'imaginais pas les circonstances qui m'amèneraient à le quitter. Et puis, j'y étais. De force, j'étais plongé dans une nouvelle vie. Et à ce moment-là, les choses se sont imposées à moi. Je n'ai même pas essayé de... Comment dirais-je, je ne me suis pas dit, bon, ben, profitons-en. Non, mais ça s'est imposé à moi. J'étais obligé de vivre une vie qu'a priori j'avais refusé de vivre. Et ça a changé beaucoup de choses. Je vais lire, si vous êtes d'accord, un passage que j'aime beaucoup, parce que c'est après les fameux 3 jours qui durent en fait une journée et demie. Fanfaron parmi les miens, j'avais l'esprit vif et la langue bien pendue. Mais je ressentais au tréfonds de mes intestins les incertitudes de celui qui ne possède aucune culture, ne sait rien du monde et de ses mouvements, des filles, de leurs émotions, de la politique, de ses subtilités, de la culture et de ses richesses. J'étais un enfant du Pays Basque. Comme mes ancêtres, comme mes parents, j'avais les pieds vissés au sol de ma terre. À 19 ans, je me sentais encore adolescent, plongé dans l'innocence de la vie, alors que l'armée me regardait comme un jeune adulte, avec le projet de faire de moi un homme. Cette méprise me terrorisait. Écoutez, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai écrit, mais ça résume Moi, je ne assez sais bien. pas, mais c'est ce que j'ai lu, c'est dans votre livre. Ça résume assez bien ce que je ressentais à l'époque. Oui. C'est ça. C'est ça, c'était une méprise. L'armée me prenait pour quelqu'un qui était capable d'être un homme. Moi, j'imaginais pas du tout être capable d'être un homme. C'était une terreur. Une terreur. Alors, vous n'avez pas un corset. J'aime beaucoup la scène où vous découvrez à la fois le désir. Est-ce qu'un désir amoureux, c'est pas un désir sexuel, vous ne l'avez pas écrit comme ça. Et vous rencontrez une fille dans un bar, plutôt jolie, plutôt gironde, et on sent que vous avez envie de tomber amoureux. Oui, parce que alors c'est dans les bars de Cherbourg, les villes de marins, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais il y avait beaucoup de lieux où les filles étaient à mi-chemin entre serveuses, afficheuses, entraîneuses, tout ça a été très ambigu. Et donc on passait certaines soirées, on n'avait pas beaucoup d'argent non plus, mais on passait certaines soirées dans ces bars où il y avait 3-4 filles et 50 hommes un peu survoltés, quoi. Et donc avec l'une d'entre elles, j'ai eu une relation plus proche, un peu plus sympathique. J'ai pas couché avec, mais un peu plus... et c'est mon accent qui au début l'a alerté, voilà, parce qu'elle était normande, elle. Et donc entendre quelqu'un qui parlait comme moi, ça l'a fait marrer. Et donc du coup, voilà, et puis elle m'a raconté sa vie, qui était une vie de douleur, de difficulté, parce que derrière le sourire, derrière l'obligation de faire bonne figure à tous ces hommes qui étaient en face d'elle, elle était derrière le bar, les hommes étaient de l'autre côté, il y avait souvent une forme de violence, on en parle beaucoup ces jours-ci, mais une forme de violence qu'elle vivait à Sénal. Et donc c'était une relation assez touchante, où là aussi j'ai compris quelque chose des relations entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce que vous avez compris? L'inégalité, la violence, ce que l'on appelle aujourd'hui, et qui m'est apparu à ce moment-là très clair, la culture de domination masculine, des hommes qui pensent que tout leur est dû et que le désir des femmes compte peu. Voilà, tout ça, elle me l'a raconté il y a 40 ans. Donc, depuis, j'y étais sensible. Ah, donc vous quittez Cherbourg. D'ailleurs, cette fille repart, je crois. Hein, Oui, absolument. elle vous quitte.
Elle me quitte. C'était platonique, mais c'était... Ah, oui. Cela dit, il y avait peut-être un peu de bromure dans tout ça aussi. Vous en parlez un moment. Oui, cette fameuse rumeur. Oui, je pense qu'il n'en était pas, mais il y avait une rumeur. Oui, attendez, on a tous entendu ça dans le service militaire. Pour calmer les assauts de la testostérone, on mettait du bromure dans le vin. C'est ce qu'on disait. Alors je crois qu'en fait, ça existait dans les armées, notamment fin du 19e, début du 20e. Mais c'est une pratique qui a été assez courte et qui est arrêtée depuis longtemps. Alors vous êtes quand même un peu repéré, c'est-à-dire vous êtes un garçon facile à l'armée. Hein. Vous n'êtes pas un rebelle. Et puis vous avez envie quand même de passer un temps qui pourrait éventuellement vous apporter quelque chose. Et puis vous arrivez à Toulon. Vous vous souvenez de cette couleur de Toulon? Oui, je me souviens très bien. Je suis arrivé à Toulon mi-octobre 78. Et donc, hier je suis arrivé à la gare et j'ai essayé de regarder un peu le panorama. La gare a changé, mais le reste n'a pas changé. La rue qui descend, les montagnes derrière. Et quand je suis arrivé à Toulon, j'étais tellement content de partir de Cherbourg. J'ai rencontré des gens agréables et sympathiques à Cherbourg, c'est pas la question, mais pour le coup, c'était un peu, je me vengeais un peu de cet arbitraire de l'armée qui m'avait envoyé là où a priori je n'avais pas envie d'aller. Et quand je suis arrivé à Toulon, les couleurs, l'odeur, la douceur m'ont vraiment assailli comme ça. Et ça a procuré chez moi, je m'en souviens. C'est pas exactement vrai, mais je m'en souviens vraiment comme si c'était très proche encore. Ça a procuré chez moi une sensation très très forte, très agréable. J'étais très heureux de sentir et de voir ce que je sentais, je voyais. Ça m'a... J'ai trouvé ça très doux, très beau. Et j'ai gardé cette impression en tête. Vous auriez pu vous repérer très facilement, trouver le chemin d'Arsenal? Non, peut-être pas, mais la rue qui descend, qui s'appelle... Vauban, cours Vauban ou avenue Vauban, l'avenue Vauban, oui. Celle-là, je m'en souvenais, oui. Et elle doit descendre en ligne droite pratiquement jusqu'à l'Arsenal. Et là, j'ai été voir tout à l'heure, parce que je l'avais pas fait avant, j'étais voir le musée de la Marine là tout à l'heure. Et donc j'ai vu l'entrée de l'Arsenal. Et juste après l'entrée de l'Arsenal, il y a un rond-point. Et là, j'ai eu un petit flash, parce que en fait, j'ai été embarqué là, quand je suis arrivé à Toulon, sur l'escorteur d'escadre Guéprat. Mais quand le Guéprat n'était pas en mer, j'étais titulaire, il y en avait deux, de la 4L qui était affectée au bateau pour trimballer les officiers ici là. Marin à Toulon conduisant la 4L. C'est ça, absolument. Voilà. Mais vous aviez pas bon, hein, quand même. Parce que c'était le seul diplôme que j'avais. Hein. Donc, utilisé pour le coup avec mes compétences. Ça, on ne peut pas le reprocher à eux, aux militaires. Et donc, à l'entrée, il y a un rond-point, tout ça. Et là, ça m'a fait un flash. J'aurais bien voulu rentrer dans l'Arsenal en voiture et poursuivre un peu vers les quais, parce que l'essentiel des bateaux militaires sont garés plus loin, au fond, on les voit de très loin. Là, ça et le rond-point de départ, je l'ai revu un peu dans ma tête à ce moment-là, avec la 4L et tout ça. Je serais bien rentré en voiture dans l'Arsenal. J'aurais bien revu le parcours. Alors donc, le bateau, la Guéprat, et vous parlez, alors ça, vous avez le sens des formules, parce que le premier maître, c'est Rado, vous dites sa devise, le règlement était son horizon, l'ordre, sa passion. Et il vous disait, on s'habitue. Un militaire, oui c'est ça, un militaire, voilà, c'était... En fait, on peut comprendre, lui ce qu'il veut, c'est pas s'embêter. Il a des gens de tous horizons qui viennent, la motivation de ces gens-là est plus ou moins importante, donc il règle le problème une fois pour toutes, le règlement. Comme ça, avec le règlement, il est sûr d'avoir l'ordre et surtout la paix pour lui. On peut comprendre, hein. Et Serrano, il devait être aussi intelligent, aussi malin que les autres, mais je ne vais pas m'embêter avec... voilà, hein. Il y a le breton, il ne veut rien faire, le basque, il ne veut rien faire, l'alsacien, il m'emmerde, bon alors, règlement pour tout le monde. On peut comprendre. Et alors vous vous retrouvez dans les sous-sols du bateau, évidemment, avec deux traversées. Je crois que vous n'en avez fait que deux, peut-être d'autres, mais c'est pas dans le livre. Vous êtes d'abord allé à Tunis, la mémoire est bonne. Tunis, Baleares, je raconte les Turquie. Ah oui, et Istanbul. Oui, d'accord. Est-ce qu'à un moment, parce que vous êtes malade en mer, enfin tout ça on connaît, le Pacha est un homme, vous brossez très très bien ce Pacha, qui est un taiseux, qui ne parle pas. Alors, vous avez une expression formidable, Jean-Michel, dites-le.
il règne avec une autorité simplement en pliant sa paupière. Tout le monde était au garde à vous quand il était là. Il avait une espèce de présence. À l'époque, il avait 50 ans, les cheveux ras, blancs déjà. Il avait les yeux toujours mi-clos, il parlait doucement, il disait un minimum de mots. Tout le monde était là. Oh, qu'est-ce qu'il a dit? C'était tétanisé. Et il s'appelait, les plus anciens, même moi je n'ai pas connu, on a entendu parler, il s'appelait, Philippe était son prénom, Vidal de la Blache. Parce que la marine de... La famille du géographe, alors. C'est ça, je pense, j'imagine. Oui. Je ne suis pas permis à l'époque de me poser la question. Parce que la marine de toutes les armes est l'arme la plus aristocratique. Il y avait la particule partout dans la marine. Évidemment, Vidal de la Blache, ça imposait quand même. Et quand il rentrait dans la passerelle, c'est-à-dire l'endroit où on dirige le bateau, vous le savez déjà, tout le monde était le pacha est là. Donc c'était une image, lui avait une image extrêmement forte dans la communauté. Et moi j'étais chargé, comme je n'avais pas, puisque à terre je conduisais la 4 mais alors en mer comment l'utiliser? Alors j'étais chargé, quand Vidal de la Blache avait un désir, ou un autre officier d'ailleurs, c'est-à-dire il avait un petit mot à porter au chef mécanicien qui était 3 étages en dessous, il me donnait le petit mot et moi je faisais le coursier pour Vidal de la Blache. Alors, je servais à ça. Mais il s'est pas intéressé à moi, il m'a pas souvent laissé la parole. Est-ce qu'à un moment, parce que c'était quand même d'un exotisme énorme pour vous, il y a même pas un an, vous ne pensiez même pas aller voir Saint-Jean-de-Luz tous les week-ends, et là vous vous retrouvez à Istanbul, en Tunisie, vous n'avez pas pensé à un moment de dire, mais je vais faire une carrière dans la marine? Non, ça j'ai pas pensé, mais non. En revanche, dans ma tête, c'est des déracinements successifs. Il y en a eu beaucoup, mais arrivé dans le port de Tunis, le port s'appelle La Boulette, il faisait chaud ce jour-là, il y a du soleil. Dans mes yeux, c'est une fête formidable. C'est plein de couleurs. Vidal de la Blache qui est là, qui dirige la manœuvre pour garer le bateau comme moi je gare à la 4 heures. Enfin, c'est incroyable. Et puis ils sortent la passerelle aux couleurs de la France, ils sifflaient, c'est saisissant. Et l'autre image qui est très forte. Mais ça, ce sont des déracinements successifs. Là, ça m'enlève le Pays Basque de la tête. Ça, c'est une image que je n'oublie pas. On est sur le Bosphore, et un lieutenant qui a été toujours un peu plus sympa avec moi, le lieutenant Givan, me dit, donc on était sur la passerelle là, c'est-à-dire à la tête du bateau, et il me dit, de l'autre côté, à gauche c'est l'Europe encore, Istanbul, de l'autre côté c'est l'Asie. Et c'est très fort ça, moi de me dire qu'en quelques semaines ou en quelques mois, C'était entre les deux. je suis passé des chaînes du Pays Basque à flotter sur l'eau en regardant l'Asie. Enfin, c'est des trucs, c'est bouleversant ça. Et donc là, j'ai su que je ne serais jamais épicier au Pays Basque. Je ne savais pas ce que je serais, mais je su que je serais plus épicier au Pays Basque. Ça, j'ai su. Donc pour moi, le service militaire, c'est ça. Oui. Ça m'a sorti de l'épicerie au Pays Basque. Et vous avez une très belle formule, vous dites, le plus important n'est pas ce que j'ai fait ni appris au service militaire, mais ce que j'ai compris. Oui, bien sûr. Et ce que vous avez compris de vous. Oui, bien sûr. Alors j'ai mis du temps, hein, mais c'est évidemment ça, parce qu'après, le chemin a été compliqué. J'ai quitté l'école à 14 ans en échec scolaire total, alors que je pense que je n'étais pas un mauvais élève, mais bon, j'avais arrêté de travailler en 6e pour des raisons que je n'ai jamais comprises. Donc j'ai quitté l'école à 14 ans. Quand je suis revenu, quand j'ai fini le service militaire, j'ai dit à mes parents que je ne prendrais pas l'épicerie. Très bien. Et alors, qu'est-ce que je vais faire? Tout n'est pas venu comme ça. Alors, pendant un an et demi, j'ai vendu des voitures. Des Fiat sur la côte basque. Bon, j'ai vendu des voitures. Et je me suis quand même un peu embêté. Et alors, j'ai eu la bonne idée d'aller faire une saison de garçons de café à Lourdes. Alors, j'ai perdu 10 kilos. C'est une différence dans la photo où j'ai les joues un peu rondes là, sur la photo de militaire. Et aujourd'hui, c'est parce que la saison de personnes de café à Lourdes, c'est un travail tellement difficile. On travaille à 7 h du matin de nuit. Vous êtes debout toute la journée. Toute la journée. J'avais toujours les habits de serveur. Au mois d'octobre, quand j'ai repris les habits civils, le pantalon, j'avais 3 tailles de trop.
Et je me suis dit, bon, voilà, j'ai cherché et j'ai fini la saison des garçons de café à Londres. Je suis retourné vivre chez mes parents parce que je ne savais pas quoi faire. Et là, j'ai vu une petite annonce dans le journal Sud-Ouest. Si vous avez plus de 23 ans et vous avez déjà 3 ans d'expérience professionnelle, des cours peuvent être donnés à l'université de Pau, en fait, c'est l'université française, bon, l'université de Pau, pour vous permettre, si vous le souhaitez, de passer l'examen, un examen qui est équivalent au baccalauréat. Examen, ça s'appelle le NESE, et donc, on pouvait repasser le bac. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas tenter ça? Et donc, comme j'avais mis un peu d'argent de côté comme un garçon de café, j'ai passé 6 mois à étudier comme un malade. Il y avait 3 matières parce que c'est un examen allégé, espagnol, français et histoire, pour avoir cet examen. Et après faire quoi? Je ne savais pas. Et j'ai mis le paquet pour avoir le bac. Et après, c'est un peu la seule fois là, mais la main de Dieu m'a guidé, parce qu'après je ne savais pas faire. Et la main de Dieu m'a guidé vers une fac de droit, la fac de droit de Pau. Ça veut dire quoi, la main de Dieu? Je ne sais pas pourquoi, après les œufs, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et je ne savais pas trop. Alors, je me suis dit, est-ce que je peux faire, est-ce que je peux continuer des études? Parce que ça m'avait bien plu de reprendre des études. Et je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvé, mais je ne crois même pas l'avoir décidé. Je me suis retrouvé à la faculté de droit à demander des renseignements pour m'inscrire en droit sans savoir exactement où j'allais. Et je me suis inscrit à la faculté de droit, personne ne m'a conseillé, personne ne m'a rien dit. Et là, j'ai commencé à assister à des cours de droit constitutionnel. Ça a été un coup de fou. J'ai trouvé ça formidable. Il y avait un prof qui me enseignait le droit constitutionnel, c'était un royaliste, un type de parti pris épouvantable, d'une élégance incroyable, et qui racontait le droit constitutionnel. Je suis tombé amoureux du droit constitutionnel. Et là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que pendant toute cette période, je le dis à un moment, en fait, j'ai quitté l'école. J'ai bu avec mes copains, mais j'avais aussi une activité clandestine où je lisais. Ah oui, mais ça, je ne le disais à personne. Alors on fait des signes qu'il faut arrêter cet entretien, mais racontez ça. Alors, parce qu'à 17 ans, vous vous abonnez à l'Express. Et l'Express, Jean-Michel Apathy, c'était le magazine, l'hebdomadaire de toute la France, disait. Du moins, c'était un hebdomadaire chic. Plus intellectuel. La France de province, c'était pas le Parisien. Toute la France, un petit peu un télo, lisait l'Express. Et ça vous donne envie de lire et d'aller vers la littérature. Donc d'aller vers le journalisme. Ça m'amène à lire des livres. J'ai lu beaucoup de livres politiques à ce moment-là. Des livres d'histoire. Je finis de raconter ça. Et le droit constitutionnel, l'effet que ça m'a fait, j'avais beaucoup de désordre dans ma tête. Je savais beaucoup de choses, je ne savais pas ce que j'avais. Et le droit constitutionnel, c'est comme si j'avais acheté des étagères pour ranger tout ce que j'avais dans la tête. Ah oui, d'accord. Et ça m'a aidé à tout mettre à jour. Et après, ça m'a donné envie de faire du journalisme politique. C'est comme ça que tout s'est écrit, tout s'est enchaîné. Et donc, grâce au service militaire et tout s'est passé. Et bien voilà, mesdames, messieurs, fin de cet entretien. Bravo, Jean-Michel Apathy. Donc vous pouvez retrouver Jean-Michel Apathy sur votre stand, Jean-Michel. C'est sur la gauche, un peu plus loin, je crois.